Bonjour et bienvenue sur ACI Podcast, un podcast pour comprendre le vivant autrement. Moi c'est Béatrice, créatrice de ACI. Bienvenue dans mon univers. Imaginez une forêt, dense, majestueuse, peuplée de milliers d'espèces. Des végétaux qui montent jusqu'à 60 mètres de haut, oscillant doucement dans le courant. Des poissons qui glissent entre les feuillages, des mammifères marins qui y chassent, s'y reposent, y élèvent leurs petits. Un écosystème d'une richesse et d'une productivité comparables aux forêts tropicales terrestres. Cette forêt est sous l'eau. Ce sont les forêts de kelp, ces algues géantes qui tapissent les côtes rocheuses du Pacifique Nord. Leur existence dépend presque entièrement d'un petit mammifère marin d'une 40aine de kilos qui flotte sur le dos, une petite pierre posée sur le ventre et casse des oursins en les cognant dessus. La loutre de mer. Sans elle, les oursins prolifèrent, dévorent le kelp jusqu'aux racines et transforment ces forêts luxuriantes en déserts sous-marins, ce que les scientifiques appellent les Urkin Barrens, des étendues de fonds marins recouverts d'oursins, sans kelp, sans vie, ou presque. Avec elles, les oursins se terrent dans les rochers et se contentent des déchets, les forêts de kelp prospèrent, et avec elles tout un écosystème. Bienvenue dans l'épisode 8 d'Acili. Aujourd'hui, on continue notre série sur les cascades trophiques, ces effets en chaîne déclenchés par un seul acteur dans un écosystème. Après les wapitis de Yellowstone et les baleines de l'océan profond, on plonge dans les eaux froides du Pacifique Nord, et on va voir comment une loutre de mer peut faire la différence entre une forêt et un désert. La loutre de mer, portrait d'un animal extraordinaire. Avant de parler de cascades trophiques, prenons un moment pour regarder la loutre de mer telle qu'elle est. Parce que cet animal est en lui-même remarquable. La loutre de mer, Anhydra lutris, est le plus petit mammifère marin de l'océan Pacifique Nord. Elle mesure environ 1,20 m à 1,50 m et pèse entre 15 et 45 kg. Elle passe presque toute sa vie dans l'eau, dort en flottant sur le dos, donne naissance dans l'eau et y cherche toute sa nourriture. Sa caractéristique la plus extraordinaire est sa fourrure. La loutre de mer possède la fourrure la plus dense de tout le règne animal, jusqu'à 1 million de poils par centimètre carré. Pour vous donner une idée, un être humain a en tout sur l'ensemble de son corps environ 100 000 cheveux. Une loutre en a autant sur 1 centimètre carré de peau. Cette densité extraordinaire crée une couche d'air isolante si efficace que la peau de la loutre ne se mouille jamais vraiment, même immergée. C'est son manteau thermique, sa seule protection contre les eaux glacées du Pacifique Nord. Et c'est précisément cette fourrure qui a failli la conduire à l'extinction. Pour maintenir cette isolation thermique, la loutre doit manger énormément, environ 25% de son poids corporel chaque jour. Un animal de 30 kg doit consommer près de 7 à 8 kg de nourriture quotidiennement pour maintenir sa température corporelle. Sa nourriture favorite ? Les oursins, les crabes, les palourdes, les moules, les invertébrés marins qui peuplent les fonds rocheux des forêts de kelp. Elle utilise des outils pour manger, une des rares espèces non primates à le faire régulièrement. Elle collecte une pierre sur le fond marin, la pose sur son ventre en flottant sur le dos, et cogne ses proies contre elle jusqu'à les ouvrir. Chaque loutre a sa pierre préférée, qu'elle garde et réutilise. Et pour comprendre le rôle de la loutre, il faut comprendre ce qu'est une forêt de kelp. Le kelp est une algue brune géante, principalement Macrocystis pyrifera, la laminaire géante. Il peut pousser jusqu'à 60 cm par jour, atteindre 60 mètres de long et former des forêts sous-marines denses le long des côtes rocheuses tempérées du monde entier. On trouve les plus grandes formations le long du Pacifique Nord, de l'Alaska à la Basse-Californie au Mexique. Ces forêts sont parmi les écosystèmes les plus productifs de la planète. Des milliers d'espèces y vivent, poissons, poulpes, étoiles de mer, oursins, phoques, loutres, dauphins, baleines. Des oiseaux plongeurs y chassent depuis sa surface. Des espèces commerciales importantes comme la morue, le saumon et le homard y passent une partie de leur cycle de vie. Et le kelp est un extraordinaire séquestreur de carbone. Par photosynthèse, il absorbe du CO2 atmosphérique pour construire sa biomasse, et les chercheurs estiment que les écosystèmes côtiers riches en algues marines séquestrent jusqu'à 20 fois plus de carbone par hectare que les forêts terrestres. Une forêt de kelp en bonne santé est un puits de carbone d'une efficacité remarquable. Mais tout cela, la biodiversité, la productivité, la séquestration du carbone, dépend d'un équilibre fragile. Et la clé de cet équilibre, c'est le maintien des populations d'oursins à des niveaux raisonnables. Les oursins sont des herbivores. Ils se nourrissent d'algues et ils ont une prédilection particulière pour le kelp.
Quand les populations d'oursins sont maintenues à des niveaux normaux par leurs prédateurs, ils se contentent de brouter les déchets de kelp qui tombent au fond ou de gratter les rochers à la recherche de microalgues. Ils coexistent avec la forêt sans la menacer. Mais quand leurs prédateurs disparaissent, les oursins changent de comportement. Ils adoptent une stratégie de broutage actif, ils s'attaquent directement aux tiges de kelp vivants, les sectionnent à la base, font tomber des pans entiers de forêt. En l'absence de prédateurs, une seule vague de recrutement d'oursins peut transformer une forêt de kelp luxuriante en désert sous-marin en quelques mois. Et ces déserts d'oursins peuvent persister pendant des décennies. Parce que les oursins ont une capacité remarquable, ils peuvent survivre en état de semi-dormance pendant des mois, voire des années, avec très peu de nourriture, attendant que le kelp repousse pour commencer à brouter. Ils sont à la fois des destructeurs de la forêt et le verrou qui empêche sa régénération. C'est là qu'intervient la loutre. En mangeant les oursins, et en mangeant préférentiellement les plus gros, les plus reproducteurs, la loutre maintient la population à des niveaux compatibles avec l'existence de la forêt de kelp. Une seule loutre consomme des centaines d'oursins par semaine. Une population de loutres en bonne santé contrôle suffisamment les oursins pour que le kelp puisse croître, se reproduire et maintenir sa forêt. La mesure de cet effet a été faite rigoureusement. Une étude de Wilmers et ses collègues, publiée en 2012 dans Frontiers in Ecology and the Environment, a combiné 40 ans de données sur les populations de loutres et de kelp depuis les îles Aléoutiennes jusqu'à l'île de Vancouver. Le résultat est saisissant. En présence de loutres, la productivité primaire nette des forêts de kelp est de 313 à 900 grammes de carbone par mètre carré et par an. Sans loutres, ce chiffre tombe à 25 à 70 grammes. Une différence d'un facteur 10 à 13, et sur l'ensemble de l'aire de répartition des loutres, cet effet représente une augmentation de 4,4 à 8,7 tératonnes de carbone stocké dans la biomasse vivante du kelp. Un mammifère de 40 kg qui mange des oursins, et qui, ce faisant, séquestre des millions de tonnes de carbone. Mais maintenant, il faut parler de ce que nous avons fait. En 1741, le navigateur danois Vitus Bering explore les côtes du Pacifique Nord au service de l'Empire russe. Son équipage rapporte en Russie des peaux de loutres de mer et déclenche l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire maritime. La fourrure de la loutre de mer était à l'époque la plus précieuse du monde. Aucune fourrure n'était aussi douce, aussi dense, aussi imperméable. Les marchands russes, puis américains et britanniques, ont lancé une chasse intensive qui a duré près de 150 ans. Fort Ross, en Californie, illustre l'ampleur du désastre. En seulement 11 ans, entre 1809 et 1823, 9366 loutres y ont été capturées, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus assez pour que la chasse soit rentable. À l'échelle du Pacifique Nord, le résultat a été catastrophique. Avant l'arrivée des marchands de fourrure, la population mondiale de loutres de mer était estimée entre 150 000 et 300 000 individus, répartis sur un arc continu de côtes rocheuses depuis le Japon jusqu'à la Basse-Californie. En 1911, au moment où un traité international a finalement interdit leur chasse, il n'en restait plus que 2000. Éparpillées en petites populations isolées, certaines de quelques dizaines d'individus seulement. Et partout où les loutres avaient disparu, les forêts de kelp s'étaient effondrées. Voilà maintenant quelque chose que très peu de gens connaissent et qui illustre de façon vertigineuse jusqu'où peut aller une cascade trophique. La vache de mer de Steller, Hydrodamalis gigas, était un mammifère marin gigantesque, une sorte de dugong géant, proche parent du lamantin, qui pouvait atteindre 8 mètres de long et peser jusqu'à 10 tonnes. Elle vivait dans les eaux froides du Pacifique Nord, se nourrissait presque exclusivement de kelp, une créature paisible, lente, qui broutait en groupes familiaux dans les forêts sous-marines. George Wilhelm Steller l'a décrite pour la première fois en 1741, l'année même où Vitus Bering explorait ses côtes. Elle a été officiellement reconnue par la science en 1741, et elle a disparu en 1768, 27 ans après sa découverte par les scientifiques occidentaux, chassée pour sa viande et sa graisse par les marins de passage. Mais une étude publiée dans PNAS en 2015 par James Estes et ses collègues a révélé quelque chose de plus sombre encore. La chasse directe a certes contribué à son extinction, mais la cascade trophique déclenchée par la disparition des loutres l'a peut-être précipitée ou rendue inévitable. Sans loutres, les oursins ont proliféré dans les îles Commanders où vivait la dernière population de vaches de mer. Les forêts de kelp se sont effondrées, et la vache de mer, entièrement dépendante du kelp pour se nourrir, a perdu sa principale source de nourriture au moment même où la chasse l'a décimée. Une extinction causée par une double pression, la chasse directe et la destruction de son habitat via une cascade trophique.
Les loutres avaient disparu, le kelp avait disparu, et la vache de mer a disparu avec lui. La signature du traité international de protection des loutres de mer en 1911 a mis fin à la chasse commerciale. Les populations ont commencé à se reconstituer lentement depuis quelques îlots de survie où quelques centaines d'individus avaient échappé aux chasseurs. Aujourd'hui, la population mondiale de loutres de mer est estimée à environ 125 000 individus. C'est mieux que les 2000 du début du XXe siècle, mais c'est encore loin des 150 000 à 300 000 d'avant le commerce des fourrures. Et dans de nombreuses zones, notamment en Californie, les populations restent fragiles et très surveillées. Une nouvelle menace est apparue là où on ne l'attendait pas. Dans certaines zones d'Alaska, des orques, les épaulards, ont commencé à chasser les loutres de mer. Ce changement de comportement alimentaire est lui-même probablement le résultat d'une autre cascade. La chasse aux baleines, au XXe siècle, a réduit les populations de cétacés qui constituaient la proie principale de certains groupes d'orques. Sans baleines en suffisance, certains groupes ont commencé à se rabattre sur d'autres proies, les phoques d'abord, puis les loutres de mer quand les phoques ont décliné. Un orque mange en moyenne une loutre de mer tous les 3 jours. Dans les îles Aléoutiennes, la prédation par les orques a réduit certaines populations locales de loutres de 90% en moins de 10 ans. Et partout où les loutres ont disparu à nouveau, les forêts de kelp se sont à nouveau effondrées. Une cascade au sein d'une cascade, un effondrement qui en déclenche un autre, des décennies plus tard, à des milliers de kilomètres. L'histoire des loutres de mer nous dit quelque chose que les loups de Yellowstone et les baleines de l'océan profond nous avaient déjà commencé à dire, mais que l'exemple des loutres illustre avec une clarté particulière. Les écosystèmes ne fonctionnent pas par compartiments indépendants. Ils fonctionnent par connexion, et ces connexions peuvent traverser des espèces, des habitats, des siècles. La disparition d'une loutre en 1750 dans les îles Commanders a contribué à l'extinction d'une espèce entière en 1768. La disparition de baleines au XXe siècle a peut-être poussé des orques à chasser des loutres, qui ont à nouveau détruit des forêts de kelp. Chaque fois que nous retirons un acteur de cet écosystème, par la chasse, par la destruction de l'habitat ou par n'importe quel autre moyen, nous déclenchons des cascades dont nous ne mesurons les effets que bien plus tard. Et parfois, ces effets sont irréversibles. La vache de mer de Steller ne reviendra pas. Il y a une image qui me reste dans cet épisode et que j'aimerais vous laisser. Une loutre de mer flotte sur le dos dans les eaux froides du Pacifique. Elle tient une pierre sur son ventre, elle cogne un oursin contre cette pierre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'ouvre, puis elle mange, se frotte le museau avec ses petites pattes, et recommence. C'est tout. C'est son quotidien depuis des millions d'années, et ce geste simple, répété des milliers de fois par des milliers de loutres, maintient en vie une forêt sous-marine de plusieurs kilomètres de long. Séquestre des millions de tonnes de carbone, abrite des milliers d'espèces, protège des côtes contre l'érosion, nourrit des pêcheries dont des millions de personnes dépendent. Une loutre, une pierre, un oursin, et une forêt entière qui existe grâce à ça. La semaine prochaine, on continue notre série sur les cascades trophiques avec les mangroves, ces forêts étranges qui poussent entre la terre et la mer, et dont la destruction déclenche des cascades d'une ampleur insoupçonnée. Un épisode qui vous fera regarder autrement les zones côtières que vous croisez. Comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, vous retrouverez en bio dans la description les articles scientifiques qui m'ont permis de faire cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts. Il y a des merveilles partout qui n'attendent que vous.